Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Dr Mathieu Isabelle, qui est médecin de famille. Il travaille présentement au GMF et CLSC de Faubourg, puis est également impliqué avec l'Université de Montréal. Oui, puis on a jasé, c'est ça, de pourquoi il aimait la médecine familiale avec lui, mais aussi, il travaille, une partie de sa pratique, c'est de travailler avec la population itinérante. Donc, on a parlé beaucoup de ça, là, pourquoi il apprécie travailler avec cette population-là, pourquoi il trouve ça stimulant, puis comment, à travers ça, il a réussi à comme tout rallier dans ses forces qu'il avait accumulées dans son parcours, puis aussi ce qu'il appelait la médecine familiale. Donc, ça a vraiment été intéressant de parler avec lui. On a aussi parlé beaucoup de politique, là, fait que même si vous êtes intéressé par la médecine familiale, mais que la politique vous intéresse, je vous invite à écouter cet épisode. Bon épisode! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. OK, c'est parti. Donc, merci beaucoup, Dr Isabelle, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, vous, est-ce que vous avez toujours su que c'était la médecine que vous alliez poursuivre dans la vie? Non. Non. La médecine est arrivée un peu plus tard dans ma vie, je dois dire. J'ai débuté mon adolescence avec le rêve très précis de devenir astronaute. Oh! Ouais. Il y en a que ça arrive à l'âge de 5 ans. Moi, c'est plus arrivé à l'âge de 12 ans. Mais bon, ça arrive. Et donc, la médecine, c'était même pas dans le domaine des possibles à l'époque. Donc, j'ai commencé ce parcours-là très scientifique au secondaire, au cégep. J'ai fait un équivalent de cégep en Colombie-Britannique. Et je me suis inscrit en physique en première année d'université à McGill, tel que je souhaitais le faire, pour vite me rendre compte que c'était fascinant, mais que je ne me voyais pas faire ça pour le restant de ma vie. Il me manquait quelque chose qu'on appelait les relations humaines. Donc, un peu en panique, là, je suis allé voir la conseillère académique de McGill à l'époque. Elle m'a dit, donc, t'aimes les gens, tu pourrais faire de la psychologie. J'ai dit, ah, OK. Donc, je suis allé vers la psychologie et de fil en aiguille, j'ai décidé de m'intéresser à plein d'autres choses. J'ai fait une mineure en littérature italienne. Ne me demandez pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé au travers de ce bac-là. Et j'avais commencé à faire des implications de bénévolat dans différents organismes jeunesse. Et donc, l'intervention, l'accompagnement des gens, des individus, commençait à m'intéresser énormément à ce moment-là. Et donc, après la psychologie, j'ai décidé d'appliquer dans un programme de travail social. Une maîtrise en travail social que j'ai débuté, que je n'ai pas complété, donc je ne peux pas porter le titre de travailleur social. Mais ça a été une expérience transformante pour moi, le travail social, parce que c'est un domaine qui prend l'individu au sein de son environnement, capitalise beaucoup sur ses forces, ses capacités de résilience, de rebondir, et qui essaie de faire un accompagnement très global de la personne. Et ça m'a marqué énormément, et j'ai fait j'ai eu plusieurs emplois là, d'été comme intervenant avec des jeunes en difficulté, des personnes en libération conditionnelle au niveau fédéral. Et j'ai fait un stage très marquant en pédiatrie sociale chez le docteur Julien à ce moment-là, en travail social. Et c'est là que j'ai vu comment le travail interprofessionnel entre médecins et travailleurs sociaux, travail expérientiel aussi entre les familles, les patients, les professionnels autour de tout ça. Et ça m'a marqué énormément. Et là, je me suis dit peut-être que la médecine, c'est ce que j'aimerais faire. L'aspect chef d'orchestre, l'aspect vision globale de la chose et l'aspect qui mélange le côté scientifique avec le côté très humain. Et donc, pour moi, ça a été une révélation. Une révélation.
Et pour répondre à votre question initiale, un grand détour. Donc, je ne savais pas que je voulais faire de la médecine, mais quand j'ai su que je voulais faire de la médecine, par contre, c'était clair pour moi que c'était la médecine de famille. Qu'elle allait être... Directement, quand vous êtes rentré, c'était clair pour moi. C'était sûr que c'était pour faire la médecine familiale. Exactement. Puis c'est clair que ce parcours-là, encore aujourd'hui, ça vous sert, là, j'imagine. Énormément, au quotidien. Au quotidien, donc mon travail de médecin de famille, je travaille dans une clinique GMFU, donc une clinique d'enseignement pour les externes, les résidents, au centre-ville de Montréal, au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, avec une population qui, oui, a peut-être une surreprésentation de précarité socio-économique. Je travaille également au CLSC, de ce même CIUS-là, le CLSC des Faubourgs, où je travaille à la clinique itinérance comme médecin de famille, mais aussi comme médecin-chef de l'équipe itinérance. Donc, pour les personnes en situation d'itinérance, on est une équipe d'intervention globale, tant médicale, psychosociale, qui accompagne les personnes en situation d'itinérance. Et en parallèle de tout ça, ben, j'ai une tâche de clinicien et chercheur. Je suis également chercheur là, en devenir avec des implications au niveau du CR-CHUM dans différents projets. Et tout mon parcours adapte, je vous dirais, me sert au quotidien dans toutes ces interventions-là. C'est un mélange qui a donné beaucoup de doutes et de cheveux gris. À savoir, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Mais qui, là, maintenant, ça semble dans un tout... Tout est placé, là. Ouais, un tout cohérent. Étourdissant un peu, mais cohérent et stimulant. Donc, ouais. Puis, j'ai aussi parlé que vous avez fait une maîtrise en anthropologie. Je me demandais où est-ce que ça rentrait, ça, dans tout ça, puis pourquoi l'anthropologie? Je me le demande, moi aussi. Oui, donc, rapidement, lorsque je suis entré en médecine, c'est certain que le corps humain me fascinait, mais c'était avant tout l'être humain dans sa globalité, dans, oui, ses systèmes physiologiques, mais aussi qui il est dans le système de soins, qui il est l'être humain en société, qui m'intéressait énormément, et tous les aspects sociaux de la médecine m'ont rapidement intéressé. Et à ma première année en médecine, pendant l'année préparatoire, une année qui est certes très importante, mais qui peut être un peu aride au niveau des sciences fondamentales quand ça fait un certain temps qu'on n'en a pas fait. On avait un cours sur les aspects sociaux de la santé donné par un médecin et anthropologue. C'est le docteur Vinkim Nguyen, qui est un médecin et chercheur, anthropologue qui se promène entre Montréal et Genève en Suisse et qui nous a donné ce cours-là qui m'a vraiment marqué énormément. Il est très rapidement devenu un mentor pour moi. Et donc, on a commencé à échanger sur l'anthropologie médicale comme discipline. Qu'est-ce que ça représente? Et ça m'a vite fasciné, je vous dirais. Mais bon, j'avais décidé de terminer mon parcours de médecine, le faire les 5 ans au complet. Et par la suite, à la résidence en médecine de famille, on a la possibilité de faire des formations supplémentaires, des R3, là, donc que ce soit en soins palliatifs, en soins obstétricaux, mais également il y a une 3e année de recherche pour les gens qui sont intéressés à la recherche. Et moi, c'est cette année-là que j'ai faite et durant laquelle je me suis inscrit à la maîtrise en anthropologie médicale à l'Université McGill. Okay. Donc, c'est à travers cette année-là qui nous libère du temps. Environ 80% de notre temps doit être dédié à la recherche, sous la forme la plus souvent d'un programme de maîtrise. Et le 20% du temps, on continue de voir nos patients, faire de la clinique. Et donc, je me suis inscrit, j'ai commencé, j'ai adoré ça. Et voilà. Et là, le prochain projet, j'ai terminé, mais là, le prochain projet qui s'en vient au niveau académique, je commence un doctorat de recherche à l'Université de Toronto en septembre. Alors, c'est un doctorat en santé publique. Je vais regarder les pratiques d'intervention en itinérance. Particulièrement, je vais regarder l'intégration de pairs aidants au sein d'équipes en itinérance. Donc, des pairs aidants, c'est des gens qui ont une expérience vécue, que ce soit
avec des enjeux de santé mentale, toxicomanie. Il peut y avoir des pères aidants dans le domaine en enfance-famille, des pères aidants en itinérance, donc des personnes qui ont vécu l'itinérance et qui ont eu un cheminement qui, eux, maintenant, peuvent utiliser leur savoir, leur vécu, après ça être formés pour accompagner les patients, accompagner les intervenants. Donc, je vais regarder un peu quels sont les facteurs qui permettent de mieux intégrer ces pairs-là, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme équipe de soins, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour le patient, mais voir un peu qu'est-ce qui se passe au sein d'une équipe de soins quand on accueille quelqu'un qui... On est moins habitué de voir des patients, des gens au sein des équipes. Clairement, l'approche des patients partenaires qui est maintenant beaucoup plus répandue et acceptée. On commence à comprendre ça, mais un père aidant, c'est un peu plus récent, disons. Donc, c'est ce que je vais regarder tout au long des prochaines années, tout en continuant la clinique là, avec mes patients au CLSC et au GMF. Puis là, vous avez une clinique, c'est ça. Vous dites que vous travaillez vraiment en multidisciplinaire. Là, moi aussi, j'ai la misère aujourd'hui. Voilà. Multidisciplinaire. Oui. Et c'est comment ça de devoir jongler avec tous les professionnels différents, d'avoir vraiment un besoin de communication, puis ça va être difficile aussi avec une population qui souvent est un peu délaissée dans le système de santé. Tout à fait. Ça représente un énorme défi de conjuguer les expériences de tous ces professionnels, de conjuguer les expériences de nos patients aussi, parce qu'ils font partie intégrante de l'équipe de soins. Mais en autant que c'est un défi, autant que c'est quelque chose de très, 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 je vous dirais, très stimulant. C'est peut-être mon propre background d'ancien, je ne peux pas dire travailleur social, puisque je ne suis pas membre de l'ordre, puisque c'est un titre réservé, mais d'avoir travaillé en travail social fait en sorte que j'ai pu travailler au sein d'équipes interdisciplinaires et je le vois au quotidien, la richesse de croiser les regards, c'est-à-dire d'être capable de dire, bon, ben toi qui es une personne qui s'avère être un travailleur social, tu as tes outils professionnels, tes lunettes professionnelles, tu vois une partie de la situation de cette façon-là. Moi, d'un point de vue médical, je vois ça, d'un point de vue infirmier, d'un point de vue psychoéducateur, d'un point de vue du père aidant, d'un point de vue d'un membre de la famille du patient, d'un point de vue du patient, comment est-ce qu'on fait un mélange de tout ça? Donc, avec le temps, on devient très, très à l'aise dans cette posture-là, qui nécessite de pouvoir accepter de ne pas être en contrôle de tout et qui nécessite une très grande communication entre tous. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que, honnêtement, je ne changerais pas dans ma pratique. Et c'est peut-être quelque chose, de plus en plus, d'un point de vue médical, le travail interdisciplinaire est on ne peut plus nécessaire. Du travail solo, c'est de plus en plus impensable, et tout particulièrement en médecine de famille. Je vous dirais, les modèles de soins actuels doivent intégrer les autres professionnels, et non pas dans une posture de « ça va être cute d'intégrer une infirmière », mais non, vraiment, elle est une ou un professionnel avec une expertise, et comment est-ce qu'on peut joindre les forces. L'utiliser à son plein potentiel. Oui, exactement. Et c'est ça qui est la beauté du travail d'équipe. Et c'est ce même travail d'équipe-là qui nous permet d'avancer dans des situations qui peuvent être parfois un peu plus difficiles ou confrontantes. Puis quand vous avez gradué, comment vous avez... tu sais, comme j'entends que votre poste est comme vraiment parfait pour vous, pour vos capacités, vos expériences. Comment vous avez réussi à trouver justement l'endroit où vous alliez travailler pour que ce soit un aussi bon fit? Alors, dans le journal Métro, il y avait une petite annonce. Oui, c'est ça. Et ça, cet enjeu-là de la recherche des prèmes, de la recherche des postes, c'est tout un défi pour les résidents qui nous écoutent en ce moment. On sait comment ça peut être un moment qui est très stressant. Et pour moi, c'est un mélange d'alignement des astres, d'alignement des priorités ministérielles du moment. Donc, moi, j'ai fait ma résidence au GMFU des Faubourgs, dans le réseau de l'Université de Montréal. Et je suis retourné là, puisqu'il y a 2 postes qui se sont ouverts au sein de notre GMFU à la fin. Et c'est toujours
un mélange de, oui, être au bon endroit au bon moment, mais aussi, est-ce que il y a des postes qui ont été ouverts pour le territoire donné dans cette région précise de Montréal? Est-ce que la dite clinique où on aimerait aller recrute? Ouais. Donc pour moi, j'ai été très chanceux en ce sens où les astres se sont alignés. Puis c'est une période qui est très stressante, c'est de la recherche des postes, mais pour moi, là, si je veux être honnête, j'ai été excessivement privilégié de pouvoir trouver cet alignement-là. Mais quand vous avez comme fait vos ranks pour savoir où vous alliez faire votre résidence, vous saviez un peu que ce site-là allait être... Non, parce qu'il y a toujours des éléments, parce que la clinique peut nous vouloir, mais si il y a d'autres enjeux, plus d'organisation, plus territoriale, régionale, où la distribution des postes doit se faire de façon équitable et autres. Donc, on espère, mais avant d'avoir la lettre de confirmation, c'est difficile. Et puis, on met beaucoup d'efforts sur des plans A, mais c'est important d'avoir des plans B, des plans C, des plans D. Et des plans B, des plans C, des plans D qui sont, au final, on risque d'être heureux à plein d'endroits où on va. On rêve à des choses, on s'imagine, mais au final, si c'est pas ça qui se passe, on finit toujours par trouver son compte, là. Puis des besoins de la population, il y en a partout, avec une possibilité de développer des programmes et d'organiser sa pratique d'une façon qui est cohérente avec nos valeurs, mais ça peut se faire aussi à plusieurs endroits. Puis, je me demande pourquoi vous avez choisi cette population-là, des personnes en itinérance, au-dessus de d'autres populations aussi? Oui. Concours de circonstances, je crois. Un des éléments qui, en anthropologie médicale, en anthropologie en général, il faut aimer les histoires. On aime partir de récits, d'expériences des gens, connaître, comprendre leur parcours et voir tout ce qui se met en articulation au niveau de leur vie personnelle, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, puis qui mène les gens aux situations puis aux réalités sociales qui font ça. Puis, donc, l'aspect de connaître le parcours des gens, l'histoire des gens, ça m'a toujours intéressé grandement. Puis ça tombe bien comme médecin de famille, c'est un de nos outils importants dans notre pratique. Auprès des personnes en situation d'itinérance, les quelques expositions que j'avais eues à l'externat ou à la résidence, j'accédais à des histoires profondément touchantes, profondément bouleversantes parfois, mais profondément humaines aussi, parce que ce sont des gens qui ont des parcours de vie, des réalités souvent très difficiles, et il y avait quelque chose où je sentais que peut-être de par certaines de mes aptitudes, de mes intérêts, j'étais peut-être en mesure de faire un certain bout de chemin, d'accueillir ces histoires-là un peu difficiles, parce que je me sentais à l'aise, disons, outillé. Puis quand on parle d'itinérance, c'est un mélange aussi de réalités en lien avec des enjeux de santé mentale. Pour certains, il y a une surreprésentation. Au niveau des enjeux de consommation de substances, même chose. Des passés traumatiques, oui, aussi. Mais l'itinérance n'est pas, comme j'aime raconter aux étudiants et aux résidents qui viennent à la clinique, il faut voir l'itinérance non pas comme un symptôme, mais je vais reprendre ça, non pas comme un diagnostic, mais comme un symptôme. Et donc, de connaître l'histoire des gens, ça nous permet de comprendre l'itinérance, elle est arrivée pourquoi, qu'est-ce qui la maintient, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes veulent sortir du cycle de l'itinérance, certaines personnes veulent en rester. Est-ce que c'est un choix qui est réel, conscient ou autre? Donc, c'est ça. Puis on en est où en ce moment en termes de soins à cette population-là itinérante en médecine? Alors, donc c'est sûr que, première des choses, il faut bien se rendre compte que l'itinérance n'est pas qu'une réalité montréalaise à la base, et que l'itinérance, si on veut, deux grandes familles de types d'itinérance, l'itinérance visible et l'itinérance
cachée. C'est vrai. Donc, l'itinérance cachée a la grande caractéristique d'être cachée. Donc, on l'oublie, tu sais. Donc, on l'oublie. Des gens qui, par exemple, se promènent du divan d'un ami à l'autre divan d'un ami, qui vont être capables ce mois-ci de se payer une chambre dans une maison de chambre un peu à la limite insalubre, mais que l'autre d'après, bon, on va faire quelques semaines de couchsurfing, puis ensuite, bon. Donc, l'itinérance, c'est beaucoup plus que simplement le stéréotype de la personne sur son banc de parc qui parle un peu fort à soi-même. Donc, intervenir en itinérance, c'est oui intervenir auprès des gens qui sont dans la rue, c'est intervenir auprès des gens qui vivent dans des refuges, mais c'est intervenir aussi auprès des gens qui sont dans une instabilité résidentielle. Et donc, en termes de soins médicaux, puis j'aimerais même prendre un pas de recul parce que ce n'est pas que de soins médicaux que ces personnes-là ont besoin, c'est un accompagnement global, tant au niveau psychosocial, au niveau relationnel, au niveau des liens avec les organismes communautaires et leur réseau social et communautaire autour d'eux, et également médical. Il y a des cliniques spécialisées, disons, qui existent. Puisque certaines personnes qui nécessitent un encadrement puis une intensité d'accompagnement un peu plus grande que, disons, des cliniques plus traditionnelles seraient en mesure d'offrir. C'est, entre autres, le mandat de notre clinique au CLSC des Faubourgs. Par contre, il ne faut pas oublier que les personnes en situation d'itinérance sont des êtres humains à part entière qui sont, pour la plupart, capables d'être dans des cliniques dites traditionnelles, d'être dans des cliniques régulières. Et donc, il ne faut pas non plus voir les personnes en situation d'itinérance comme ayant absolument des besoins spécifiques tellement précis qu'aucun médecin ou aucune équipe ne sera pas capable de prendre en charge. Il faut être capable de voir que ces personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, sont capables d'avoir un médecin, de faire un suivi, d'être présent à leur rendez-vous. Comme j'aime beaucoup le dire, j'ai beaucoup de mes patients de la clinique itinérance qui sont beaucoup plus à l'heure et beaucoup plus assidus à leur rendez-vous que beaucoup de mes patients au GMF. Là. Donc, il faut déboulonner certains mythes derrière ça. Mais partout au niveau de l'île de Montréal, chaque CIUS a la responsabilité d'offrir des soins de santé, de services sociaux à toute sa population, dont les personnes en situation d'itinérance. Puis à la grandeur du Québec, il existe différentes initiatives un peu plus ciblées pour les personnes en situation d'itinérance. Je pense ici à Montréal, donc oui, au Centre-Sud. Aussi au Centre-Sud, on a quand même un peu un historique. Au CIUS du Centre-Ouest, autour de la clinique du CLSC Métro, grande expertise depuis de nombreuses années. Dans l'Est de la ville aussi, dans le Nord, il y a des choses qui se développent. Je pense à des initiatives en Mauricie, centre du Québec, à Québec également, plein de modèles de soins de première ligne, de proximité qui existent. Puis c'est quoi exactement votre rôle en tant que médecin dans tout ça? Le rôle, il est... je donne toujours l'image... il y a une présentation que j'avais donnée il y a quelques années où j'avais mis l'immense image d'une grande symphonie, là, puis avec des timbales dans le fond, puis les violons en avant. Et le rôle du médecin... Beaucoup d'étudiants, je leur demande, il est où le médecin dans ça? Puis les gens disent, c'est le chef d'orchestre. Puis dans certaines situations, oui, c'est vrai qu'on pilote des choses, mais je le vois beaucoup comme un membre de l'orchestre. Et le but, dans ces contextes-là, c'est de jouer la symphonie. C'est de la jouer. Et à certains moments... c'est le violoniste qui va avoir un solo. À d'autres moments, c'est le tromboniste. À d'autres moments, si on est chanceux, ça va être un solo de triangle. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, le rôle du médecin se décide individuellement. Pas individuellement, mais au cas par cas. Donc, est-ce qu'il y a des situations où la problématique, disons, principale du patient est beaucoup plus d'ordre physique, beaucoup plus d'ordre santé mentale, où je vais prendre les devants pour recommander des investigations, prescrire des bilans, et je vais un peu, en bon français, leader la chose un peu plus. Oui, ça arrive. Il y a d'autres situations où, clairement, c'est ma collègue travailleuse sociale qui a développé le lien au fil des semaines, des mois, des années, l'expertise, le lien avec la personne, qui fait en sorte que c'est elle qui lead et qui m'interpelle
puis on se fait des réunions d'équipe où on dit là, Mathieu, on aimerait ça que on est rendu, on va devoir investiguer plus de choses. Le patient est excessivement méfiant de voir un médecin. On l'a vu il y a plusieurs années, il était toujours méfiant. Là, on pense qu'il faudrait juste que tu le vois pour sa mycose des ongles. Parce que ça va permettre de créer un lien. Ça va permettre de voir que tu es parlable. Donc, moi, je me laisse porter par l'équipe, puis on utilise nos outils comme ça respectifs. Donc, des moments, je joue un solo. Des fois, on joue des duos. Là, d'autres fois, je suis les timbales en arrière là, qui essaient de taper un peu comme ça. C'est très variable. Mais clairement, notre expertise médicale au niveau diagnostic, au niveau aussi d'être capable de jongler avec la complexité, celle lorsque tout est un peu mélangé entre des enjeux de santé mentale, de consommation de substances, de santé physique, de problèmes psychosociaux. C'est un peu aussi une de nos... On est formé à ça. Ça peut être utile à certains moments. Puis, mettons, tu sais, à la fin d'une journée, l'exemple qui est rendu 5 heures, puis, tu sais, travailler avec des populations un peu plus complexes comme ça, tu sais, j'ai l'impression que ça peut des fois devenir comme, on peut avoir des cas faciles, je sais pas comment dire, c'est comment gérer des grosses journées avec tout le temps des cas complexes comme ça. Oui, c'est une très bonne question. Et pour la grande majorité d'entre nous qui travaillent dans ce domaine-là, moi, je ne fais pas que ça. Hein, mais j'ai mes patients ou ma patientèle au GMFU qui... sont des personnes qui présentent une panoplie de problèmes de santé physique et mentale, mais qui, de par le quartier où ils demeurent, il y a une plus grande précarité socio-économique. Donc, c'est sûr qu'on est confronté à des réalités un peu plus difficiles. Et j'ai certains de mes patients que je voyais à la clinique itinérance qui, pour X raisons, finalement, ont été transférés au niveau du GMF et là, je les suis comme médecin de famille. Okay? Ça arrive. Donc, la grande majorité des médecins en itinérance et dans beaucoup de ces domaines d'intervention-là un peu plus complexes ne font pas ça à temps plein. Justement, pour pas que ça devienne comme trop lourd. Trop lourd. Et parce que on a besoin d'une agilité mentale, on a besoin de garder nos réflexes diagnostiques et cliniques à l'affût. Et c'est des situations qui peuvent être parfois épuisantes. Mais qui, lorsque portées par une équipe, c'est ça qui me permet, moi, de continuer. Parce que je ne sens pas que ce sont les patients de Dr Isabelle, puis c'est Dr Isabelle qui lit tout, puis c'est Dr Isabelle. Je sens vraiment qu'on est dans une approche de travail d'équipe. C'est beaucoup moins lourd. Et autant que ces situations-là peuvent être lourdes et confrontantes, autant que ça donne lieu à des situations parfois très, très, très humaines. C'est des rapports humains qui sont très francs, je vous dirais. On est dans des rapports très, très honnêtes, très francs. Vous m'excuserez auprès de la technique, là, mais il n'y a pas beaucoup de bullshit dans nos relations. Et ça me fait un bien fou d'avoir ces rapports-là qui sont très... et de sentir que je peux utiliser mon expertise médicale pour aider les gens, tout en utilisant qui je suis comme personne, comme intervenant avec mon background, de mélanger ça avec une bonne dose d'humour. Il faut vraiment prendre ça. Puis de dire que certaines des cas les plus difficiles, les gens sont dans ces situations-là, non pas parce qu'ils le souhaitent. Ou du moins, c'est très, 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 très rare, mais c'est une série d'événements, une série de réalités sociales, de réalités dans leur historique personnel qui a mené ces gens vers l'itinérance. Et quand on le voit comme ça, ça rend la chose un peu plus... je ne voulais pas dire tolérable, mais plus... comment dire? Positive ou acceptable, oui, disons ça comme ça. Puis avec, dans les dernières années, les logements qui se font de plus en plus rares à Montréal, est-ce que vous avez vu une différence dans votre pratique, un besoin qui est grandissant? Oui, tout à fait. Une des choses qu'on voit beaucoup, ça ne fait que 3 ans et demi que je pratique. Je dis le et demi, à partir de jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans, comme enfant, on est toujours dans les et demi. Là, c'est important. Donc, j'ai 3 ans et demi.
clairement, on a vu beaucoup plus d'épisodes de primo-itinérance, qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui tombent dans la réalité de l'itinérance pour la première fois de leur vie. Beaucoup de gens plus âgés, qui avaient un statut d'emploi un peu précaire et arrive un mauvais coup, une formation académique pas très longue, et donc se retrouvent perte d'emploi, difficultés personnelles, et là, bang, plus capable de payer le logement ou se font évincer pour X raisons. Et là, se retrouver un logement, c'est impensable pour beaucoup de ces personnes-là. On le voit plus, même en 3 ans et demi, le profil que j'avais en tout début de pratique, et maintenant, on en voit plus. Particulièrement aussi chez la population un peu plus jeune, cette instabilité résidentielle-là qui mène les gens à ne pas être capables de se payer des logements en ville, de devoir faire des colocations parfois non officielles, donc toujours à risque de se faire mettre dehors par le coloc qui veut plus te voir, alors que tu n'as pas de place sur le bail de façon officielle et légale. On le voit beaucoup. Donc cette crise du logement, elle est réelle, peu importe le terme qu'on veut utiliser, crise ou pas crise, mais sur le terrain, c'est une situation excessivement préoccupante et qui ressemble fortement à une crise. Mais on en voit les conséquences, et ce n'est malheureusement pas avec un chèque d'aide sociale qui est inférieur au prix moyen d'un appartement à Montréal, dans un quartier plus ou moins central, qu'on peut penser régler le tout de façon rapide. C'est clairement un enjeu de santé. De santé publique. De santé publique, une réalité sociale. Donc, travailler en itinérance aussi, c'est côtoyer ces réalités-là de santé publique, c'est côtoyer les politiques publiques, d'en voir les conséquences au premier plan. Donc, on devient aussi un peu, qu'on le veuille ou non, sensible à ces réalités-là, des politiques sociales, et quel genre d'impact ont les politiques publiques et les déterminants sociaux de la santé sur nos patients. Parce que vous le voyez au jour le jour. Au quotidien, puis même pas en itinérance. On le voit au sein de la vie de beaucoup de nos patients. Les déterminants sociaux de la santé affectent la réalité de tout le monde. C'est ça qu'on dit, que les déterminants affectent tout le monde. Il y a des gradients d'inégalité qui sont différents en fonction d'où on se situe dans cette échelle-là. Mais oui, on voit les conséquences au quotidien. Ça, c'est un bon tremplin pour, que je pense que c'est un de vos intérêts aussi, la santé publique. Ouais. Puis nous, où on vous avait vu, dans le fond, c'était un petit talk sur le régime public. Voulez-vous un peu nous parler de votre engagement là-dedans, dans le groupe c'est un groupe de médecins? Oui, absolument. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Médecins québécois pour le régime public, MQRP. C'est un groupe de défense du système de santé publique au Québec. On est un regroupement de médecins en pratique, de médecins étudiants, médecins résidents, d'étudiants en médecine, et également d'organismes qui supportent notre cause, et on a à cœur la défense du système de santé publique. Ça fait 7 ans, 8 ans que je suis au sein du conseil d'administration. J'ai commencé comme étudiant, et pour moi personnellement, mais comme organisme que je représente aussi, ce système de santé publique-là qui fait un peu notre force, qu'on aime bien dire au Québec, au Canada, mais qui est de plus en plus privatisé de façon insidieuse. Et nous, on milite pour un système de santé où tous les soins qui sont médicalement nécessaires devraient être couverts par le système de public. Et là, il y a plusieurs débats à savoir qu'est-ce qui est médicalement nécessaire et aussi qu'est-ce qui est enchâssé dans les lois canadiennes, donc la loi canadienne sur la santé qui dit que les grands principes, et ça, comment est-ce que ça découle au niveau provincial, comment ça s'applique, il y a toutes sortes de débats. Mais pour nous, cette défense du système de santé publique-là, elle est primordiale parce que c'est, selon notre analyse,
avec différentes études à l'appui, la façon la plus juste et la plus équitable de répartir les ressources et d'offrir des soins de santé à toute une population. Non pas axé sur la capacité de payer, non pas axé sur des moyens individuels qui nous permettraient d'accéder plus rapidement à d'autres choses, mais un accès équitable aux soins dont les gens ont besoin. Donc, avec tout ça, c'est certain que dans ma pratique au quotidien, on les voit, les conséquences de certains choix politiques qui ont été faits au fil des derniers temps quant au panier de services, donc l'accès aux autres professionnels, par exemple. Okay. Voir un physiothérapeute, avoir accès à un psychologue dans le régime public, ce serait de mauvaise foi de dire qu'il n'y en a pas, mais ce serait de mauvaise foi également de dire que l'accès est facile. Donc, il y a clairement des diminutions qui ont lieu au fil des dernières années, gouvernement après gouvernement, donc je ne cible pas là, d'instances politiques particulières, mais on est dans ces réalités-là. Et comme médecin de famille, comme médecin en première ligne, on en voit les conséquences directes. À plusieurs reprises, les patients qui viennent me voir pour des pathologies musculo-squelettiques, clairement, on développe une connaissance, on développe une aisance, mais ce serait de mentir qu'on développe, à moins qu'on se spécialise au fil des années, mais l'expertise, par exemple, que les physiothérapeutes ont sur l'évaluation, les possibles orientations et plans de traitement pour des pathologies musculo-squelettiques, ben c'est majeur, là. Ouais, donc, autant, point de vue connaissance que temps, là, aussi, que connaissance. Un médecin de famille ne peut pas prendre le temps de traiter tous les patients musculo-squelettiques. Oui, puis c'est que parfois, les traitements que j'ai à offrir ne sont peut-être pas les mieux. Oui, aussi. Aussi. Et aussi, arrivent des situations où, au sein de notre régime de santé publique, pour plein de raisons, voir le médecin demeure la chose qui est encore couverte. Voir un physio au public, il y a des listes d'attente énormes. Pour les patients qui ont la chance d'être inscrits dans un GMF où il y a des physiothérapeutes de disponibles, ça peut être plus facile, mais autrement, c'est un parcours du combattant. Donc, pour les gens qui ont peu de moyens financiers, ce qu'ils peuvent se permettre, c'est d'aller voir le médecin. Mais c'est pas la meilleure chose pour eux. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose. Il y a des situations où, oui, clairement, mais il y a d'autres, et une grande liste, c'est pas nous qui détenons cette expertise-là. Est-ce qu'il y aurait moyen de collaborer, d'avoir une plus grande offre au niveau du système de santé publique pour l'exemple des physiothérapeutes? Et ça peut s'étendre à plein d'autres professions. C'est tellement drôle parce que, un peu comment je le vois, si on était capable de mieux dispatcher comme ça enlèverait aussi un peu d'engouffrement qu'il y a envers les médecins. Ça permettrait d'avoir plus de temps pour les patients. T'sais, les patients seraient mieux dirigés vers les bonnes tout à fait, hein, le bon professionnel au bon moment pour le bon patient. Puis c'est un peu les orientations actuelles là, que le gouvernement en place souhaite faire avec le guichet d'accès à la première ligne. Donc, on va donner évidemment la chance aux coureurs là, de voir, mais le constat est que les professionnels qui sont ô combien nécessaires à ce travail interdisciplinaire-là, il en manque dans le réseau public, ou du moins, soit qu'il n'en manque pas, mais ils sont difficilement accessibles pour plein de raisons. Mais ça s'appelait à l'esprit de penser que ça aiderait. Puis, en tant que médecin, pour encourager, mettons, le système public, est-ce que, je sais pas comment le phraser, mais est-ce qu'il y a un médecin ou un finissant qui s'en va dans le système privé aide à ça ou pas, ou c'est pas vraiment la responsabilité des médecins individuellement, mettons? C'est une bonne question et c'est un débat qui, pour moi, revient fondamentalement à un aspect moral et éthique. Et là, je veux bien le dire, les gens peuvent faire le choix individuel d'aller pratiquer dans le système privé, là, donc à financement et prestations privées, pour plein de raisons qui peuvent être justifiées, bonnes individuellement, peut-être certaines contraintes familiales, réalités autres,
Parfait. Je crois pas qu'il faut cibler ça. Ce qu'il faut cibler, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que certains de ces médecins-là feraient le choix d'aller au privé, quelles sont les conditions de travail actuelles, les conditions de pratique actuelles dans le système public qui font en sorte que certains voudraient faire ce choix-là. Mais très certainement, on est dans un système de vase communicant. C'est-à-dire que les médecins qui sont formés au Québec, c'est le ministère qui décide à chaque année, les cohortes vont être de telle taille. Donc, quand on forme un médecin dans le système public, s'il s'en va dans le système privé, il n'est pas soudainement remplacé. Donc, le vase, ce qui passe d'un côté est perdu de l'autre. Évidemment, cette formation-là médicale, et ça, c'est mon opinion personnelle, est payée par l'État, est payée par les contribuables. Est-ce que chaque personne devrait avoir une forme de redevance minimale envers ce système public-là pour remettre un peu ce que cette formation-là a, non pas quantifié en termes de chiffres, mais est-ce qu'il y a un engagement sociétal, une responsabilité sociale que le médecin devrait avoir de reconnaître ce que l'État, puis l'État, c'est nous, là. C'est le nous avec un grand N. Donc oui, je crois que ça devrait avoir lieu. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que ça aide? Non, je crois vraiment pas que ça aide. Mais je crois pas qu'il faut cibler les individus, mais faire réfléchir les gens puis essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que les gens se tournent vers le privé? Qu'est-ce que ça dit sur l'état de notre système de santé public? Est-ce qu'on devrait plutôt travailler à améliorer les conditions au public, là? Puis, est-ce que vous visez principalement les médecins? J'ai l'impression que c'est aussi l'aspect public versus privé qui touche énormément les infirmières puis les autres personnels de la santé qui ont souvent des moins bonnes conditions, j'ai l'impression, au public. Et tout à fait. Donc, quand on regarde le phénomène des agences privées au niveau infirmière, au niveau inhalothérapeute, tout à fait. Puis à ce niveau-là, encore là, je pense que le raisonnement devrait être le même, celui de « mais pourquoi est-ce que tant de personnes font le saut vers les agences privées? » Et d'un point de vue individuel, je peux ô combien m'imaginer que si on est dans un contexte de travail au public où, disons, le temps supplémentaire obligatoire, il y a plusieurs institutions qui l'ont aboli, mais disons que c'était le contexte à l'époque qu'ils ont fait le choix où c'était obligatoire, difficulté à choisir son horaire, conciliation famille-travail qui était de plus en plus difficile. Je peux comprendre si tu es un ou une jeune professionnelle en pratique avec des jeunes enfants, tu essaies de faire sens de tout ça. Je peux très bien m'imaginer pourquoi on voudrait traverser dans l'agence privée. Mais encore là, ce qui devrait être analysé, c'est pourquoi. Un, ça existe. Deux, pourquoi est-ce que c'est si attrayant? Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir lieu de légiférer, encadrer ces pratiques-là et rehausser le côté public en termes de conditions de travail, en termes de salaire? Et c'est un peu ce qu'on entend dans les médias depuis longtemps. C'est pas tant l'enjeu salarial proprement dit que l'enjeu des conditions de travail. Ouais. Est-ce que ce serait possible, selon vous, d'avoir juste du public, mettons, au Québec? Alors, je crois que oui. Hein, c'est certain que... Il faut faire aussi très la différence entre de quoi on parle lorsqu'on parle du privé versus du public. Faut bien faire la différence entre la prestation et le financement. Lorsqu'on parle de financement, c'est par où l'argent passe. Donc, l'argent vient toujours des contribuables. Est-ce qu'elle passe par une distribution où c'est un ministère qui va donner de l'argent, donc on appelle ça un financement public, ou l'argent passe directement de la poche du contribuable à une clinique privée? Donc ça va être les cliniques privées là, où le patient va vraiment payer de sa poche. Si on paye avec la RAMQ, c'est pas que c'est gratuit, c'est juste qu'on a décidé de faire un pool collectif et de distribuer en fonction d'où les besoins sont. Puis la prestation, c'est où est-ce que le service est offert? Donc, est-ce qu'il est offert dans des murs qui appartiennent à l'État ou c'est appartient à des groupes plus privés? Donc, lorsqu'on regarde le modèle GMF,
Par exemple, moi, mon modèle GMF est un modèle un peu particulier où on est au sein d'une institution. On est dans une bâtisse qui appartient au CIUS, dans un modèle CLSC. Mais la grande majorité des GMF au Québec appartiennent à des intérêts privés. C'est des individus, des médecins qui sont propriétaires, mais le financement vient de l'État. Donc, c'est un financement public, mais une prestation privée. Donc là, de dire, est-ce que tout devrait disparaître, tout le privé devrait être rayé de la carte, je pense qu'à terme, c'est ce qu'on pourrait viser. Est-ce que dans les... Il y a un côté réaliste de la chose à court terme, je crois pas. Du manque d'établissement. Du manque d'établissement. Donc, pour votre question, il faut avant tout, je crois, différencier de ce quoi on parle. Là, exactement. Finalement, la médecine de famille, on parle beaucoup de politique. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais moi, je vais revenir un peu à votre pratique de médecine de famille avec la population en itinérance. Est-ce que vous pensez qu'il y a des caractéristiques essentielles qu'un étudiant doit avoir pour aller travailler dans ces domaines-là? Parce que vous avez quand même un grand background, tout ça, mais quelqu'un, par exemple, qui sort du cégep, qui va directement en médecine, est-ce qu'ils ont besoin des caractéristiques spéciales pour être capable de bien intervenir et d'être un bon médecin de famille dans ce contexte-là? Bien, je prendrais la question d'abord en médecine de famille en général, puis ensuite on pourra regarder peut-être différentes approches en fonction de différentes populations, mais en médecine de famille, la qualité numéro 1 pour moi, c'est le désir de faire du touche-à-tout un petit peu, un désir de globalité, et ça, c'est une des qualités les plus importantes parce que c'est cette qualité-là qui nous permet de rester curieux parce qu'on gère un peu de tout. Hein. On fait beaucoup de tout, puis on développe des fois des expertises, mais il faut être capable aussi de tolérer l'ambiguïté à certains moments parce que des fois, on arrive à des moments où notre expertise de médecin de famille arrive à sa limite. Il faut savoir passer le relais à des collègues spécialistes à certains moments. Par contre, c'est faux de penser que les médecins de famille, dès qu'il y a un petit problème de rein, envoient chez le néphrologue, petit problème de peau, envoient chez le dermato. On est formé à faire énormément de choses. Et on est aussi formé à reconnaître nos limites, à dire là, on a besoin. Donc, capacité de reconnaître ses limites, capacité à adresser puis accueillir la globalité et la complexité. En médecine de famille, évidemment, il y a différentes pratiques. Certaines personnes qui vont faire un peu plus d'hospitalisation, plus de prise en charge, mais plus d'urgence, plus des soins de longue durée en gériatrie. Il y a de tout pour tout le monde, mais je crois qu'il faut aimer, malgré tout, l'aspect relationnel et l'aspect plus long cours de la médecine. Pour les personnes qui font de la prise en charge, qui est quand même un domaine assez important de la médecine de famille, ça fait partie du quotidien, de voir nos patients. Et c'est un aspect qui, pour moi, m'anime énormément. C'est un privilège de croiser les gens, de les connaître, connaître la famille au complet, de développer des liens chaleureux qui nous permettent d'avoir des conversations franches, honnêtes, sur des sujets parfois pas toujours faciles. C'est un grand privilège, là, je vous dirais. Et par rapport à des populations, disons, un peu plus en situation de vulnérabilité ou de marginalité, un grand respect, un grand savoir-être aussi. Et ça, le savoir-être, c'est-à-dire de comprendre comment se comporter avec n'importe qui, comment être humain, comment être empathique, comment... c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'un parcours universitaire avant le cégep pour l'avoir, ça. C'est quelque chose qui se développe à coup d'expérience humaine, à coup d'expérience extracurriculaire ou de personnalité aussi qu'on est. Donc, ça prend une curiosité et une capacité aussi d'être pas toujours dans une situation où on se sent en contrôle. Ça peut être inconfortable pour certains. Pour d'autres, comme moi, ça me permet d'être ultra créatif dans mon travail. Parce que c'est des contextes où, des fois, c'est pas toujours facile de suivre un guide de pratique, un guideline. Il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Donc, il faut être très créatif. Ça m'anime beaucoup. Est-ce que vous diriez que vous avez une bonne
un bon équilibre travail-vie personnelle. Hein? Oui, je dirais. Mais bon, c'est un défi de tous les jours, là. J'aimerais, comment dire, je crois qu'il y a moyen d'organiser une pratique qui nous permet de garder cet équilibre-là avec la famille, les amis, les conjoints-conjointes. Ça demeure un domaine où on a beaucoup à faire, on a une responsabilité qui est présente pour tous les médecins. Hein, mais il y a quelque chose dans la prise en charge où on sent une forme de, non pas de poids, mais de responsabilité. Hein, qu'on sent qu'on est le médecin de famille. Et ça, ça implique des fois de faire le petit plus, de la petite démarche ici, le petit là, qu'on va essayer de faire. Donc, ça peut vite déborder dans la vie personnelle. Donc, je pense que ça prend une capacité de reconnaître lorsque peut-être que là, on est un petit peu trop du côté du pôle travail. On va revenir du pôle la vie. D'avoir des conjointes compréhensifs et compréhensives qui nous ramènent, qui nous font des beaux reflets empathiques. Mais sinon, oui, je dirais que c'est tout à fait possible. Puis, tu sais, il y a quand même un manque de médecins de famille, là, puis, tu sais, il y a encore, à chaque année, il y a des spots qui restent comme pas pris, là, dans le fond, après CARMS. Qu'est-ce que vous diriez, mettons, aux étudiants pour les attirer? Oui, c'est sûr que je peux pas faire fi des chiffres là, des dernières années, tout particulièrement l'année qui vient de terminer, avec encore des postes au deuxième tour qui sont restés non comblés, tout particulièrement en région, hors de Montréal. C'est certain que le contexte de l'opinion publique avec le débat politique qu'il y a eu sur la responsabilité des médecins de famille n'aide pas. C'est clair. Très certainement. Ce que j'aimerais dire, c'est je pense qu'il faut se ramener à l'essence du rôle et de la pratique en médecine de famille. Les relations concrètes avec nos patients, les privilèges qu'on a de les accompagner dans toutes les étapes de leur vie, la diversité de cas, la multitude de conditions médicales auxquelles on doit faire face, les enjeux psychosociaux auxquels on doit faire face, tout ça, c'est ça la médecine de famille pour moi. Les réalités politiques, les réalités de contexte de pratique avec les incitatifs ou les aspects plus punitifs sont très certainement des irritants, peuvent être très certainement des freins. Mais tout ça, au fil du temps, passe en fonction des gouvernements en place, des politiques en place. Et derrière tout ça reste l'aspect relationnel, reste l'essence même de notre travail, la pratique elle-même. Et je peux bien comprendre pourquoi ça pourrait être effrayant lorsqu'on lit certaines choses, lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'opinion publique. Mais je pense qu'il faut se ramener. Qu'est-ce qu'on fait vraiment au quotidien? Et ça, c'est ce qui me permet de m'accrocher, puis c'est ce qui me permet de rentrer chez moi franchement satisfait du travail que j'ai. Parfois épuisé, parfois découragé, parfois à bout, parfois en me disant, mon Dieu, ça le fera pas. Mais profondément heureux et passionné par ce que je fais là. Puis sinon, est-ce que vous avez un dernier conseil pour les étudiants comme nous, c'est pas trop ce qu'ils veulent faire? Aller rencontrer des gens dans des pratiques qui pourraient vous intéresser. Demandez-leur de faire des stages d'observation d'une demi-journée. Exposez-vous à des domaines de pratique qui, peut-être, vous avez une petite curiosité. Pour la grande majorité des médecins en pratique, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir les gens parce qu'on a passé par là et surtout dans le parcours académique où on est en train d'étudier
je sais pas moi, les récepteurs transmembranaires à 7 passages de quelque chose au niveau rénal. Puis là, qu'on se dit, ben votre travail, ça va être d'accompagner des gens. Puis là, tu te dis, ah ouais, parce que 7 passes, ah ouais. On peut perdre un peu le focus de ce pourquoi on fait ça. C'est excessivement important d'aller chercher ces outils cognitifs, académiques. Mais derrière tout ça, on le fait pour une raison, pour être capable de faire ce travail-là. Donc, vous exposez au travail, à la réalité du terrain. Moi, je peux juste encourager les gens à cogner à des portes, demander des rencontres, venir observer. Ça peut que vous motiver, vous garder passionné et vous aider à faire des bons choix, là. Ben, merci beaucoup, Dr. Isabelle, d'avoir été avec nous. C'était vraiment une belle discussion. Merci à vous pour l'invitation, puis félicitations pour votre super projet. C'est vraiment super inspirant ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci.